vous avez la parole, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les directrices, directeurs généraux d'organisations internationales, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, parce que je ne reconnaîtrai pas tout le monde ni dans la salle ni dans les escaliers, je sais qu'il y a aussi beaucoup de parlementaires, de chefs d'entreprise, merci d'être là. Cher Christophe Heugen, Monsieur le Président de la conférence, chers amis, je suis heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans ce lieu où, depuis presque 60 ans, s'animent de nombreux débats qui structurent notre monde et nourrissent le champ de réflexion de la communauté transatlantique. Mais aujourd'hui, comme nous venons de le voir avec le président Zelensky et le chancelier Scholz qui m'ont précédé et dont je salue les interventions à l'instant, l'heure est évidemment à la gravité. Dans quelques jours, il se sera écoulé 1 an depuis le lancement de la catastrophique guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Et même si ce n'est pas l'heure des conclusions, c'est déjà celle d'un bilan et, je le crois, de quelques perspectives communes que nous pouvons nous donner. Alors je vais donc concentrer mon propos sur, évidemment, la guerre lancée par la Russie en Ukraine, mais je veux dire ici que nous n'en oublions pas pour autant les guerres dans le Caucase, au Proche-Moyen-Orient, en Afrique, la lutte contre le terrorisme, les questions de sécurité nucléaire qui sont aussi posées dans d'autres régions, etc., etc. Mais c'est bien de l'Ukraine dont nous allons parler aujourd'hui. Alors 1 an après, le bilan est considérable d'un conflit catastrophique et injustifié. Et je voudrais ici, au fond, insister sur un point. C'est que cette guerre, contrairement à ce que je lis trop souvent, n'est pas simplement la guerre des Européennes et des Européens. Elle touche la planète entière. D'abord parce que c'est une agression privée de toute justification et que je qualifierais, comme je l'ai fait à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies il y a quelques mois, de néocoloniale et d'impérialiste. C'est bien cette vision du monde qui domine dans cette agression, qui dénie l'identité à un voisin, qui considère qu'on peut prendre une part de son territoire, voire la totalité de celui-ci sans respect, et qui s'arroge une forme de droit de tutelle sur un autre peuple. Et l'accepter, détourner le regard, fermer les yeux, c'est considérer que le néocolonialisme ou la puissance impériale est légitime, où que ce soit dans le reste du monde. La deuxième chose, c'est qu'au nom de cette vision du monde, ce sont tous les tabous qui ont été brisés. Pas seulement celui de la violation de la Charte des Nations Unies, qui a été assumée par une puissance, membre permanent du Conseil de sécurité, mais des meurtres, des viols, des crimes de guerre, des destructions systématiques d'infrastructures civiles, et donc une systématisation des crimes de guerre contre le peuple ukrainien, mais également des menaces nucléaires, et je veux ici saluer le travail sans relâche conduit par l'AIEA depuis le début et son directeur général, M. Grossi. En Ukraine d'ailleurs, comme en Iran, car ce sujet ne quitte pas nos esprits. Enfin, cette agression a sur le monde des effets calamiteux dont la Russie porte l'entière responsabilité. La crise alimentaire, le renchérissement inouï du prix des matières premières, en dépit des mesures de solidarité que nous prenons vis-à-vis des pays les plus vulnérables. Et je sais que pour certains de nos partenaires dans le monde, qui disent que c'est une affaire européenne, il y a des torts partagés, je veux les inviter à quitter ce relativisme. Il y a bien un agresseur et un agressé, et il y a surtout des principes qui sous-tendent cette agression qui sont clairs et que nous ne pouvons pas laisser gagner si nous souhaitons un ordre international stable et une paix durable. La deuxième grande remarque que je souhaitais faire, c'est que d'ores et déjà, l'agression russe a été consacrée, couronnée, si je puis dire, par 4 échecs clairs. Le premier échec, c'est celui du terrain. L'hypothèse de base, c'est que cette agression serait rapide, que l'Ukraine ne résisterait pas et que c'était une affaire de quelques jours, voire de quelques semaines. Le courage extraordinaire des armées et du peuple ukrainien, de ses dirigeants, de toutes ses forces politiques, et je salue ici l'ensemble des amis que je retrouve dans cette salle et le président qu'on a vu tout à l'heure derrière l'écran, ont déjoué ce plan terrible. Et la résistance à Kiev, la reprise du Nord, puis ce qui a été fait à Kherson, à Kharkiv et dans tant d'endroits, ont marqué un échec
du plan militaire russe initial. Le deuxième échec, c'est celui de la mentalité coloniale. Très clairement. Il y a eu un discours qui a cherché à, au fond, créer la confusion entre zones d'influence et zones de coercition et à expliquer qu'il y avait une légitimité à ce conflit. Ça n'a pas réussi un an après. Et je veux ici dire clairement que notre devoir à tous est de continuer ce travail consistant à expliquer et expliciter le fait que la Russie aujourd'hui est une puissance de déséquilibre et de désordre qui passe simplement en Ukraine, mais dans le Caucase, au Proche-Moyen-Orient, en Afrique, par le truchement de Wagner, parce que cette guerre a permis aussi d'expliciter ce qui était une ambiguïté, voire une hypocrisie qu'on connaissait ces dernières années. Moi-même, il y a un an, j'étais en Russie pour essayer de plaider la paix. Le président Poutine me disait, avec une confiance que je croyais relative, mais à laquelle je croyais quand même, ces gens de Wagner ne sont pas à nous, ils nous posent aussi des problèmes en Russie. Ils ont maintenant officialisé le fait que Wagner était un truchement explicite, direct, diplomatico-militaire, néo-mafieux de la Russie, partout dans le monde, et va continuer au fond l'international du crime et du désordre. Nous l'avons mis en échec de manière relative, mais nous devons aller au bout de ce travail. Le troisième échec de la Russie, c'est un échec à lire l'avenir. Le résultat concret, c'est la consolidation de l'Ukraine et de sa force. C'est le choix fait par la Finlande et la Suède de rejoindre l'OTAN. Et je veux dire ici aux dirigeants combien nous sommes à leur côté sur ce chemin. C'est également des dépendances internationales accrues, un prestige entamé sur tous les plans, une méfiance profondément enracinée et une défiance légitime que beaucoup dans la région peuvent avoir. Comment peut-on croire que les défis du Caucase seront réglés par la Russie néocoloniale que je décris? Je le dis devant mon ami Premier ministre Pachinian, aux côtés duquel nous continuons de nous tenir et nous continuerons d'agir. Et puis, le quatrième échec, qui est sans doute le plus troublant, c'est aujourd'hui celui du président Poutine à rendre à la Russie ce qu'il lui a promis, c'est son autorité dans le monde. Car au fond, comment la Russie peut-elle se satisfaire d'être un producteur de matières premières plutôt qu'une économie de création, peut se satisfaire d'un produit intérieur brut médiocre malgré les atouts d'une puissance mondiale et maintenant d'une suspicion généralisée de tous les voisins. Alors ayant dit tout cela, je peux vous redire aisément ce que je défendais sur cette même estrade il y a 2 ans. Aucun d'entre nous ne changera la géographie de la Russie. Elle sera toujours sur le sol européen. Et aucun d'entre nous ne pourra conjurer ce qui est aujourd'hui une fatalité, mais notre dilemme, c'est qu'il n'y aura pas de paix durable et complète sur notre continent sans que nous ne sachions embrasser la question russe, mais de manière lucide, sans aucune complaisance. Et c'est une réalité. Et c'est bien sans cet esprit-là qu'il nous faut continuer d'avancer, sans facilité. C'est ce qui a d'ailleurs conduit mon action, mes expressions depuis le début de ce conflit et avant. Pas de facilité, pas de naïveté, une vraie détermination, la force quand nous devons l'avoir, mais aussi le courage du réengagement du dialogue pour trouver des solutions durables. Mais très clairement, aujourd'hui, l'heure n'est pas au dialogue parce que nous avons une Russie qui a choisi la guerre, qui a choisi d'intensifier la guerre et qui a choisi d'aller jusqu'aux crimes de guerre et à l'attaque des infrastructures civiles. Alors, la conclusion de court terme que nous devons tirer de ce schéma est simple. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre et l'agression russe doit échouer. Parce qu'on ne peut pas accepter la banalisation du recours illégal à la force, parce que sinon c'est toute la sécurité européenne, mais plus généralement la stabilité mondiale qui serait remise en cause. C'est pour cela que nous avons, avec nos partenaires européens, américains et plusieurs autres, depuis le début, été aux avant-postes de cette sécurité et de ce soutien, sanctions, 10 paquets de sanctions prises par les Européens sur la Russie depuis le début, et soutien militaire, économique, humanitaire à l'égard de l'Ukraine et de son peuple, avec des conférences de soutien sur les infrastructures civiles, des équipements qui ont été transférés, des financements, une mobilisation de tout l'OTAN. Et merci, Monsieur le Secrétaire général, pour tout le travail fait. Et la France a privilégié à chaque fois les secteurs de plus forte valeur ajoutée, compte tenu des attentes ukrainiennes,
l'artillerie, la défense antiaérienne en particulier, avec aussi un programme de formation pour des milliers de soldats. Et c'est pourquoi, dans le même temps, nous avons assumé également de renforcer, pour ce qui nous concerne en particulier en Roumanie, en Estonie et dans le ciel européen, notre défense du flanc est de l'OTAN, mais également en renforçant notre présence en Méditerranée, où notre groupe aéronaval participe à la réassurance. Ça, c'est la stratégie assumée dès les premiers jours du conflit, parce que ce renforcement, par exemple, sur le sol roumain, nous l'avons traduit en actes et sur le sol dès la fin du mois de février 2022. Et c'est ce que nous allons continuer et renforcer. Parce qu'au moment où je vous parle, ma conviction est que nous devons absolument intensifier notre soutien et notre effort pour aider à la résistance du peuple et de l'armée ukrainienne et leur permettre de mener la contre-offensive qui seule permettra des négociations crédibles aux conditions choisies par l'Ukraine, ses autorités et son peuple. Et donc, bien qu'espérant, si je puis dire, être surpris par la paix, nous sommes prêts à intensifier aujourd'hui, car les semaines et les mois qui viennent sont décisifs, et nous sommes prêts à un conflit prolongé. En disant cela, je ne le souhaite pas, mais surtout si nous ne le souhaitons pas, nous devons collectivement être crédibles dans notre capacité à durer dans cet effort, et c'est ainsi que la France s'inscrit dans celui-ci. Voilà à la fois l'état d'esprit, la détermination, la volonté qui est la nôtre aujourd'hui aux côtés de l'Ukraine, car c'est le seul moyen de faire revenir à la table des discussions de manière acceptable la Russie et de construire une paix durable, c'est-à-dire au moment et dans des conditions qui seront choisies par les Ukrainiens. Ayant dit cela, je souhaitais lancer quelques appels en ce moment à mes amis européens et qui viennent compléter, poursuivre ces quelques convictions que je viens de partager. Le premier appel, c'est un appel à réinvestir massivement dans notre défense. Si nous, Européens, voulons la paix, nous devons nous en donner les moyens. La France prend sa part. Après une revue nationale stratégique que j'ai présentée en novembre dernier, le gouvernement vient de soumettre à la représentation nationale un projet de loi de programmation militaire qui portera notre budget sur la période 2024-2030 à 400 milliards d'euros, soit 100 milliards d'euros de plus que sur la période précédente. C'est une augmentation considérable et les Européens ont besoin de faire cet effort. Mais réarmer, c'est aussi renforcer la base industrielle et technologique de défense, faire vivre et amplifier tous les mécanismes que nous avons développés récemment, notamment à travers l'agenda dit de Versailles il y a presque un an. De nombreux États qui voudraient aider à armer l'Ukraine dépendent aujourd'hui, en effet, parfois de décisions de pays non européens et de beaucoup d'industriels non européens. Et si l'Europe veut pouvoir défendre l'Europe, elle doit aussi s'armer, profiter de l'interopérabilité de l'OTAN, mais accélérer sa capacité à produire sur le sol européen. Je souhaite donc que nous adoptions avant l'été un ambitieux programme européen d'investissement de défense et dans l'immédiat, que nous tirions le meilleur parti du Fonds européen de défense. Ce sont aussi nos cadences qu'il faut revoir. Entre Européens, nous devons regarder comment produire plus et plus vite. Et cette économie de guerre que dès le printemps nous avons voulu renforcer en France, nous devons aller encore plus loin, aller vers plus de standardisation, plus de simplification et le faire en européen. Le second appel est un appel à prendre en compte le facteur nucléaire dans cette crise. Chacun au cours de l'année